Évoquons plus largement les perspectives 2024 sur le plan de la macroéconomie, sur le plan des marchés, avec notre invité qui est en visioconférence avec nous depuis la Suisse, Alexandre Tavasi. Bonjour et bienvenue Alexandre. Ravi de vous retrouver. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes responsable CIO Office et recherche macro chez Pictet Wealth Management. Alexandre, question très ouverte sur l'idée ou le scénario qui vous paraît peut-être le plus intéressant pour 2024. Qu'est-ce qui guide vos réflexions à ce stade? C'est vrai que quand on regarde les prix de marché un peu globaux, on a le sentiment que les investisseurs sont très attachés au moment où on se parle à l'idée d'un soft landing américain qui semble rester une idée centrale, tenace, quand bien même c'est un scénario qui est réévalué en permanence. Oui, c'est également le cas de notre côté. C'est un scénario que nous avons retenu comme étant le scénario principal pour l'année prochaine, mais je dois l'avouer avec un taux de confiance relativement faible, c'est-à-dire à peu près 60%, avec à ne pas négliger un scénario plus dur, puisque nous l'avons entendu tout à l'heure, le fait que les taux d'intérêt restent à un niveau élevé pendant plus longtemps, probablement que ce qui est généralement pricé par le marché, laisse courir le risque d'une situation où des sociétés très endettées ou des petites ou moyennes capitalisations seraient forcées à faire défaut, parce que simplement en 2024, vraiment, ce sera l'année de refinancement pour passablement d'entreprises. Donc le scénario de la désinflation immaculée, comme on l'appelle, reste le scénario principal dans nos prévisions, mais à ne pas exclure non plus un scénario plus dur en termes de croissance économique. Est-ce que c'est ce qu'on voit dans le pricing des baisses de taux dans le marché, Alexandre? Comment vous regardez ce calendrier? Alors évidemment, ce sont des anticipations qui sont amenées à bouger, bien sûr, qui ne reflètent pas forcément les convictions des uns et des autres. C'est un agrégé de convictions, on va le dire comme ça, Alexandre. Comment vous regardez ce calendrier de baisse de taux qui est anticipé pour 2024 par les investisseurs aujourd'hui? Je dirais légèrement trop optimiste. Dans nos prévisions, nous avons calé la première la première baisse de taux d'intérêt au mois de juin de l'année prochaine. Il y a quand même un facteur de résilience de l'inflation. On le voit actuellement parce que finalement, les entreprises aux États-Unis notamment hésitent avant de réduire leur force de travail. Ce sont des entreprises qui ont passé les 24 derniers mois à chercher des nouveaux collaborateurs. Et on se rend compte qu'avec un ralentissement économique, eh bien, probablement les entreprises vont chercher à réduire ailleurs les bases de coûts, notamment probablement en réduisant l'investissement, mais en essayant tant que possible de garder le nombre de personnes qu'ils ont aujourd'hui. C'est un élément du support pour la consommation, bien évidemment, mais c'est un élément également du support pour l'inflation, puisque la consommation se tiendrait bien. C'est la raison pour laquelle nous pensons que les premières baisses de taux d'intérêt interviendraient, mais pas avant le mois de juin de l'année prochaine. Donc nous sommes un peu en décalage par rapport à ce qui est aujourd'hui anticipé par les marchés. Petite question subsidiaire dans la course aux baisses de taux. C'est une question que j'aime bien poser parce que je sais qu'il y a une séquence historique qui veut que la Fed soit leader à la fois pour les mouvements de hausse de taux et pour les mouvements de baisse de taux. Mais est-ce que dans le monde actuel, il y a une histoire qui permettrait à la BCE de trouver des arguments suffisants et un consensus suffisant pour peut-être entamer les baisses de taux? Alors, avant la Fed, ou en tout cas ne pas prendre trop de retard par rapport à une Fed qui déclencherait des baisses de taux au cours du mois de juin, pour reprendre votre scénario, Alexandre? La réponse est oui, parce que dans notre scénario de croissance économique en 2024, l'Europe sera légèrement moins bonne qu'aux États-Unis. Nous avons des prévisions de croissance de 0,8% aux États-Unis, de 0,6% en Europe. Et nous devons constater qu'en Europe, les grands blocs économiques sont faibles aujourd'hui. L'Allemagne a un sérieux problème de modèle d'affaires, étant donné qu'elle n'a plus accès à de l'énergie de façon aussi bon marché qu'auparavant. La France est également un problème avec finalement les pays qui étaient les pays problématiques il y a 10 ans, qui sont en train de mieux se comporter aujourd'hui. Donc si nous devions avoir une faiblesse plus marquée encore en Allemagne, ceci ouvrirait probablement la porte à la BCE pour baisser les taux d'intérêt plus rapidement. Et puis l'inflation en Europe est moins tenue qu'aux États-Unis, ce qui permettrait effectivement, dans le cas d'une baisse de l'inflation aux environs des 2%, à la BCE probablement d'agir avant les États-Unis. Comment vous regardez justement alors le modèle d'affaires allemand? Donc évidemment, il y a eu le ralentissement de la mondialisation, on va dire ça comme ça, le choc énergétique avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et puis il y a la question budgétaire qui devient là aussi une partie du modèle allemand qui est en train d'être fragilisée considérablement, puisqu'il y a des règles constitutionnelles en Allemagne, Alexandre. Ce qui se passe autour du debt break, de la règle d'or allemande, et du besoin quand même de réaliser des investissements
investissements d'avenir importants. Là, on parle d'une enveloppe de 60 milliards qui devait être réallouée à la transition énergétique, pour dire les choses simplement. Alexandre, c'est un corner qui concerne l'Allemagne en tant que telle. C'est quelque chose qu'on va retrouver plus globalement dans la gestion des finances publiques et les questions de finances publiques au-delà de l'Allemagne et au niveau européen? Alors c'est un vrai problème pour l'Allemagne parce qu'on doit retoquer le budget 2023, vous l'avez mentionné, donc effectivement le frein à l'endettement va devoir être enlevé pour le budget 2023. Ça pose la question du budget allemand 2024 parce qu'on ne pourra probablement pas faire les dépenses fiscales qui avaient été anticipées, donc c'est un facteur de ralentissement en termes d'investissement fiscal. Mais le problème va se poser aux États-Unis également, puisqu'on a un déficit américain maintenant qui est au niveau le plus élevé si on enlève la pandémie. Donc c'est un problème qui est important. Et on a un déficit important aux États-Unis alors qu'on est en situation de plein emploi. Ça ne s'est encore jamais passé. En historique, chaque fois qu'on était en situation de plein emploi, le déficit s'était résorbé. Et si on met ceci en accord avec les élections américaines qui auront lieu au mois de novembre, la question de la situation fiscale des États-Unis va venir. Et on le voit dans le marché, puisqu'à chaque fois qu'on a une échéance d'émission d'obligations du gouvernement, on voit que l'or commence à bouger, que le dollar a certaines hésitations. Donc c'est un facteur qui aujourd'hui est difficile à évaluer dans le marché, mais qui va certainement être un des facteurs essentiels pour l'évolution des taux longs en 2024. On est au moment, Alexandre, où le regard du marché vis-à-vis de ces programmes d'émission de dette publique est en train de changer. Le marché a été très satisfait de voir quand même une politique budgétaire très agressive pendant ces dernières années. Ça a été positif pour la croissance, ça a été positif pour les marchés d'actifs risqués, les marchés actions. On arrive à un moment où le regard va changer un peu ? Très probablement. En fait, depuis le mois de juin de cette année, on a vu une reconstitution de primes sur la partie longue des taux d'intérêt aux États-Unis. C'est la fameuse prime à terme qui fait que simplement, si je décide d'investir dans un pays qui a un problème fiscal, je dois être mieux rémunéré pour le fait d'acheter une obligation à long terme, en l'occurrence ici de 10 ans, par rapport à une obligation à court terme. Il est très probable que cette prime va continuer à se reconstituer en 2024, ne serait-ce que pour la raison suivante. Le Trésor américain décide de refinancer une grande partie de ce déficit en émettant essentiellement des obligations à court terme. 3-6 mois. Ce qui veut dire qu'on n'a pas encore bloqué à long terme un coût de financement qui est élevé. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, le Trésor américain dépense 15% de son budget uniquement en charge de taux d'intérêt. Donc, ne serait-ce que pour payer les intérêts sur la dette américaine, avec un taux moyen de coût d'endettement pour l'État américain qui est légèrement inférieur à 3%. Si le gouvernement américain devait commencer à émettre des obligations à long terme, on bloquerait un coût de financement beaucoup plus élevé, avec des conséquences simplement qui seraient qu'on devrait dépenser une partie plus importante du budget pour les intérêts de la dette. Donc c'est quelque chose qui jusqu'à maintenant a relativement bien fonctionné, mais il est probable que l'année prochaine, la situation sera différente. Bon. Avec un calendrier politique intense, vous avez rappelé les élections américaines, mais qui viendront presque en point d'ordre d'une séquence d'élections politiques à travers le monde qui sera une séquence intense au cours des prochains mois et des prochains trimestres. Alexandre, comment est-ce que toutes vos réflexions macro se traduisent en plan d'investissement, en stratégie d'investissement pour 2024? Avec quelle classe d'actifs, avec quel segment de marché est-ce que vous êtes le plus à l'aise et avec lesquels vous attendez peut-être les meilleurs rendements ou les meilleurs risques-rendement pour 2024? La réponse est relativement simple en termes de risque-rendement. Pour nous, ce sont les obligations de bonne qualité, donc le crédit de bonne qualité, qui devrait nous donner les meilleurs paramètres en termes de risque-rendement. Nous avons des prévisions attendues de rendement sur cette classe d'actifs entre 5 et 7%, jusqu'à 9% pour des obligations émergentes en monnaie locale, alors que pour les actions, nous avons des rendements légèrement plus faibles, aux environs des 3% aux États-Unis et 5 à 6% pour le marché européen et le marché japonais. Donc, étant donné que les obligations ont des volatilités qui sont moins élevés, ça reste pour nous la partie principale de nos portefeuilles. Et puis ensuite, cet aspect fiscal devrait se traduire à un moment donné par éventuellement des situations de stress sur les marchés, ce qui voudrait dire que l'or continue à avoir sa place dans le portefeuille. Regardez aujourd'hui, les taux d'intérêt montent, on est quand même à passer $2,000 l'once, ce qui semble indiquer effectivement qu'on a des situations de stress qui favorisent l'or. Donc pour faire très simple, nous allons commencer l'année en étant surpondérés du côté des obligations, équipondérés du côté des marchés actions, en gardant cette optionnalité
assurer cette protection de portefeuille que constitue l'or dans les portefeuilles. À plus de 2000 $ l'once, effectivement, l'once d'or qui reste ferme et sur des niveaux élevés. Merci beaucoup Alexandre. Alexandre Davasi qui discutait avec nous des perspectives 2024 telles qu'elles ont été réfléchies chez Pictet Wealth Management. Alexandre Davasi, responsable CIO Office et recherche macro chez Pictet Wealth Management, qui était avec nous en visioconférence depuis Genève. Voilà pour cette édition du lundi de Smart Bourse. On se retrouve pour la grande édition à 17h en direct. Tous les programmes sont à retrouver bien sûr en replay sur bismart.fr ou en podcast sur l'ensemble de vos plateformes.